J'aime vous faire découvrir de temps à autre des peintres qui se morfondent dans un oubli immérité, et c'est le cas de ce séduisant impressionniste américain, dont l'œuvre peut évoquer Whistler ou Carrière, mais davantage encore Hammershøi, par l'omniprésence silencieuse des femmes dans sa peinture. À l'instar du Danois, le modèle favori de l'Américain était sa propre épouse, elle-même peintre de grand talent, la tout aussi méconnue Maria Occhi. J'aurais d'ailleurs aimé lui consacrer une vidéo, mais je n'ai trouvé jusqu'ici que peu de reproductions dans une définition suffisante. Admirez tout de même ce sublime jardin de roses. Il est possible que la réserve naturelle de Maria et son port de tête altier aient contribué au peu de visibilité du couple, y compris dans son propre pays. La distance créée par le peintre avec la figure de sa femme paraît en effet infranchissable. Mais on peut en dire autant des tableaux représentant Ida Hammershøi, sauf qu'elle nous tourne le dos, alors que Maria nous verrait forcément arriver avec nos gros sabots. Elle se désola sur le tard, ayant consacré son temps à sa famille, de n'avoir pas peint davantage. La fleur, expliquait-elle, n'existe que pour une beauté secrète, plus abstraite que ne le sera jamais celle d'un être humain. Sans doute son époux pensait-il différemment, puisqu'il se fit une spécialité de la figure humaine, le plus souvent mise en scène dans un environnement sobre et dépouillé à l'extrême. Vous allez croire à une manie, mais Dewing passa aussi par l'Académie Julian à Paris, comme tant d'autres avant lui. Elle fut jusqu'en 1897 l'une des rares alternatives à l'école des beaux-arts dont l'entrée était interdite aux femmes. Kate Kollwitz, Cécilia Beau, Louise Breslau, Louise Bourgeois ou Maria Bashkirtseva ont pu y développer leur art, au même titre que Fernand Knopf ou Henri Matisse. L'artiste américain y fut l'élève du peintre académique Jules Lefebvre, injustement sous-estimé. Un grand mauvais peintre, disait-on de lui, alors qu'il a laissé de fort beaux portraits féminins et qu'il eut l'intelligence, voire la sagesse, de ne pas contraindre ses étudiants, favorisant tout au contraire leur sensibilité propre et les enjoignant de s'engager sur un chemin qui serait le leur et uniquement le leur. Les toiles de Thomas Dewing sont en effet très éloignées de la peinture académique, de ses dictates comme de ses préjugés. Mais on peut voir dans leur flou savamment travaillé l'influence de Jules Lefebvre. Pour le reste, son œuvre nous donne à contempler plus qu'à disséquer un mystère féminin qui n'a connu que peu d'équivalent dans la peinture, y compris dans celle des femmes artistes. C'est une œuvre de la grâce exquise, mais surtout de l'éphémère, du fugitif, de ce qui nous sera enlevé aussitôt que donné. La raison en est peut-être à chercher dans les deuils qui ont émaillé les vies de Thomas et Maria Dewing. Leur premier enfant est en effet décédé alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Et Thomas lui-même a perdu le frère et la sœur qui lui restaient à moins d'un mois d'intervalle en 1903. Le peintre survécut 10 ans à son épouse, mais le cœur n'y était plus, et je n'ai pas trouvé d'œuvre postérieure au décès de Maria Occhi. D'aucuns ont cru pouvoir trouver maussade, mélancolique voire rébarbative la peinture de Thomas Dewing, lui reprochant tour à tour son esthétisme ou son onirisme répétitif. Elle n'est rien de tout ça, elle est ailleurs tout simplement. Et eux sont passés à côté, sans même la voir. Une grande part de son travail consiste en de remarquables portraits de la bonne société de Boston, ville dont Thomas était natif, tandis que Maria venait de New York. Et c'est un problème pour les admirer, car les familles qui les possèdent n'acceptent qu'à contre-cœur de s'en séparer, même temporairement. Ainsi considère-t-on comme la plus grande rétrospective jamais organisée de ses œuvres, une exposition qui n'en comptait que 70, aquarelles et dessins compris. Ceux qui nient l'intérêt des musées devraient y réfléchir.